Bon alors ça fait plusieurs vidéos que je parle de persuasion, nombreux sont ceux qui m'ont dit que c'était un sujet qui les intéressait et je pense que vous avez raison. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui je suis avec Stan Leloup. Salut Stan. Salut Antoine. On est dans un endroit extrêmement périlleux sur ma terrasse où en un petit basculement on peut faire une chute mortelle de 7 étages. Qu'est-ce que ça t'inspire? Petite technique de persuasion, tu vois, que tu viens d'utiliser, un petit teasing, peut-être quelqu'un va mourir dans cette vidéo. Exactement, donc je ne fais pas exprès mais je fais des techniques de persuasion. Est-ce que justement tu peux nous expliquer un petit peu, parce que tu t'y connais quand même plus que moi, tu as lu beaucoup de choses dessus, tu es un grand lecteur, à quoi ça sert la persuasion? Et est-ce que quand on essaie de persuader les gens, on est un pervers manipulateur? Ouais, écoute, c'est une question qui revient souvent, en particulier quand je fais des vidéos sur la persuasion, de temps en temps, quelqu'un dans les commentaires qui, et c'est une question qui est légitime, tu vois, qui va se demander si est-ce que la persuasion, est-ce que le marketing, c'est pas essayer de convaincre les gens de faire des choses contre leur intérêt? Est-ce que tu as une astuce pour persuader le mec d'arrêter de taper sur son marteau? Connard. C'est une stratégie. Ça peut marcher. Effectivement, ça me rappelle beaucoup le Vietnam où il y a toujours un mec en solo qui est en train de faire de la construction. Tu sais, c'est pas vraiment un projet de construction, c'est juste un mec tout seul qui tape et ça résonne à fond. On revient sur cette idée de est-ce que la persuasion peut être éthique ou pas? Je pense que la première chose à réaliser, c'est qu'en fait, tu peux pas persuader les gens de faire n'importe quoi. Tu peux pas persuader les gens de faire des choses qu'ils n'ont pas envie de faire. En gros, la persuasion, c'est une façon de montrer aux gens le monde de façon différente pour les amener à faire ce que toi, tu as envie de faire. Donc, mettons, tu vois, par exemple, que j'ai une chaîne YouTube, j'ai envie que les gens s'abonnent à ma chaîne. Je vais pas faire une technique d'hypnose incroyable pour que les gens s'abonnent à ma chaîne. Ce que je vais faire en termes de persuasion, c'est leur montrer, numéro 1, en quoi je peux leur apporter de la valeur ou en quoi je peux résoudre un problème qui est important pour eux. Et numéro 2, je vais utiliser différentes techniques pour mettre en place la crédibilité pour que mes affirmations et mes promesses soient validées. Tu vois, quand tu penses à quelque chose comme de la preuve sociale, par exemple, la preuve sociale, c'est les témoignages, mettons. C'est une façon de prouver ce que tu affirmes. Mais au final, si tu as fait une chaîne sur un sujet dont personne n'a rien à foutre, tu ne pourras jamais utiliser des techniques de persuasion pour convaincre les gens de s'abonner. En revanche, tu fais une chaîne sur un sujet qui aide beaucoup de monde et que tu utilises des techniques de persuasion qui sont efficaces, tu vas pouvoir rapidement booster ton succès parce que les gens vont reconnaître que ce que tu leur proposes est utile pour eux vis-à-vis de leurs objectifs. Et dans ce sens-là, que ce soit le marketing ou la persuasion, alors effectivement, tu vois, comme tout outil peut être utilisé pour des choses plus ou moins douteuses, mais au final, tu vas essayer de mettre en avant un bénéfice pour la personne. Et les fois où la persuasion va être le moins éthique, j'ai fait récemment une vidéo sur le Loup de Wall Street, c'est quand le produit que tu vends n'est pas éthique. Tu vois. Le Loup de Wall Street, il te vend un produit qui en soi est utile pour la personne, il t'explique comment devenir riche, mais comme ce qu'il te vend est une arnaque, c'est là tu vois, où ça devient douteux. C'est plus sur ton business model. Alors justement dans cette vidéo qui est vachement bien, que je t'invite à aller voir, tu parles de Jordan Belfort, ouais, qui est en fait le mec qui est à la base du Loup de Wall Street. Ouais, la vraie personne, ouais, qui en gros il s'est fait surnommer par un journal à l'époque, Loup de Wall Street, à l'époque où il avait sa boîte où il vendait des actions et c'était un courtier. Et le surnom est resté, il en a écrit un livre et c'est devenu un film. Alors après avoir vu ta vidéo, j'ai regardé un peu des interviews de Jordan Belfort et il explique pour lui qu'un des grands principes pour réussir, c'est d'apprendre à vendre, d'apprendre à convaincre, donc d'apprendre à persuader, c'est un peu la même chose. Et je suis assez d'accord avec ça, c'est-à-dire que bon, j'ai fait une vidéo hier où je parlais de l'importance de la spécialisation, d'être le meilleur dans un domaine au lieu d'essayer d'être moyen partout. Mais malgré tout, je pense qu'il y a certaines compétences qu'on devrait apprendre presque à l'école parce que c'est fondamental, notamment la compétence de savoir convaincre les gens parce que tu peux être le meilleur dans n'importe quel domaine. Si tu n'arrives pas finalement à convaincre les gens que ce que tu fais est bien ou que ce que tu vends est bien, bah, ça sert pas à grand chose, tu vois. Est-ce que tu penses aussi que ça devrait être une des choses fondamentales que tout le monde devrait apprendre dans la vie ou ça devrait être réservé simplement aux gens qui s'y intéressent? Ben, tu vois, certaines personnes vont plus ou moins aller profond là-dedans, comme moi je suis allé très profond, d'autres personnes vont aller sur un niveau plus superficiel. Mais après, quand tu parles de persuasion, le terme est un peu chargé, mais fondamentalement, essentiellement, tu parles d'efficacité de ta communication. Est-ce que tu es capable de communiquer un message de façon claire, précise et persuasive, tu vois, convaincante? Donc quand tu es là-dessus, à moins que ton objectif dans la vie, ce soit d'être un ermite, tu vas toujours être amené à communiquer avec d'autres gens, à défendre des idées, à faire pousser des projets. Que ce soit dans ton travail ou dans ta vie perso. Ouais, dans ton travail, dans ta vie perso. Tu vois, si tu veux persuader tes amis d'aller voir un film plutôt qu'un autre, si tu veux persuader tes amis de faire une soirée, si tu veux persuader ton père d'arrêter de fumer, tu vois. Et c'est des choses qui peuvent être utiles. Alors, il n'y a pas de recette magique. Hein. Moi, mon père fume toujours, hein, malgré tous mes efforts. Mais
l'idée ici, c'est que la persuasion, elle peut être utile dans beaucoup de domaines et surtout, elle peut t'aider à booster les projets que tu fais déjà. Tu vois, si tu as un projet créatif, si tu as un projet de boulot, le fait de pouvoir communiquer ça à d'autres gens et les persuader qu'il faut t'aider ou aller dans ton sens et collaborer avec toi, c'est toujours utile, c'est toujours bénéfique. Et c'est peut-être dommage que tu vois, les gens peuvent avoir des préjugés là-dessus ou peuvent avoir la sensation que c'est uniquement réservé aux gros vendeurs qui veulent te vendre des trucs au téléphone, etc. Ce qui n'est pas forcément le cas. Tu peux imaginer que la persuasion soit très utile, par exemple, pour des parents. Tu vois, les parents ont leur propre technique de persuasion pour persuader ton enfant de faire une chose plutôt qu'une autre. Et je pense que la persuasion, c'est quelque chose qui est vraiment présent partout. C'est-à-dire qu'on est tous influencés, que ce soit par des marques, par des politiciens, par des journalistes, par nos proches. Et en fait, avoir conscience déjà de la base des stratégies de persuasion, ça te permet déjà d'être moins influençable et de davantage repérer les techniques d'influence qui s'exercent sur toi. Exactement. Et d'ailleurs, le bouquin que je cite tout le temps, Influence et manipulation de Cialdini, donc qui est un bouquin qui a été écrit en 84 et qui aujourd'hui est un peu le socle de la persuasion moderne et de la psychologie comportementale. Et en fait, ce bouquin-là, c'est étonnant parce que quand tu reviens le lire, il a été écrit du point de vue de comment te défendre contre les techniques de persuasion qui sont utilisées contre toi. Et comment est-ce que les sociétés de vente directe, les sectes, ou différents individus peuvent utiliser cette technique et comment est-ce que toi tu peux les reconnaître et comment est-ce que tu peux comprendre comment elles t'affectent. Et je pense que l'idée qui vient derrière, c'est que la façon dont tu prends tes décisions n'est pas entièrement rationnelle. Et même si tu connais différentes techniques de persuasion, même si tu crois être rationnel, c'est souvent une illusion. Les gens ont l'illusion d'être plus rationnels qu'ils le sont. Et en fait, si tu regardes la différence entre ce qu'ils te disent et leurs actions, tu vois qu'il y a des choses et qu'ils ne sont pas tout à fait aussi rationnels. Et enfin, moi, je suis un peu agacé par, plein de gens, par exemple, qui se disent anticapitalistes et qui bouffent chez McDo tous les jours, tu vois. On trouve des incohérences parce que souvent, les gens voient un peu des complots partout, mais ils ne se rendent pas compte des stratégies de base d'influence qui s'exercent sur eux, notamment par les marques. Par les marques, mais partout, tu vois. Si tu as un acteur, un musicien qui a réussi, je peux te dire que cette personne comprend la persuasion, tu vois, et a une stratégie particulière. Donc tu penses que tous les gens qui réussissent ou qui sont dans un haut niveau dans la société sont des gens qui sont formés à la persuasion? Ils ne sont pas forcément formés, tu peux aussi avoir une compréhension intuitive de certaines choses. Conscience de ça. Ils en ont pas forcément conscience, mais disons que c'est très difficile. Toute personne qui réussit une activité de groupe a une compétence de persuasion. Et encore une fois, moi j'y suis venu à la persuasion d'un point de vue très analytique. J'ai lu beaucoup de bouquins, je me suis beaucoup intéressé. De la même façon, voilà, les gens qui connaissent mon parcours, j'ai pas mal été dans la séduction pendant un moment et beaucoup de gens sont très bons en séduction sans jamais avoir lu un livre de séduction. T'as pas forcément besoin d'étudier quelque chose. Et mon père, par exemple, un très bon exemple. Mon père était quelqu'un qui est naturellement extrêmement persuasif, extrêmement charismatique, qui arrive à monter beaucoup de projets et qui s'en sert très bien. Et il a jamais lu Robert Cialdini, tu vois. Donc, tu as besoin de cette compétence et tu as besoin d'avoir ces bases. Ça peut être utile aussi pour te mettre au niveau. Moi, j'ai un peu, je compare un peu ça à un super pouvoir, en fait, le fait de se former à la persuasion. Parce que c'est un pouvoir qui est exercé sur tout le monde, mais où peu de gens en ont vraiment conscience. Donc, si tu développes finalement ça, tu sais quelque chose que beaucoup de gens ne savent pas, en fait. Ouais. Ou alors tu réalises ou tu vois quelque chose que beaucoup de gens ne voient pas. C'est partie de ces choses qui sont très importantes, qui sont très utiles. Mais en fait, dans la société en général, on t'en parle assez peu, quoi. Ouais. On parle pas vraiment de comment est-ce que tu peux devenir plus persuasif, ou alors on t'en parle de façon très superficielle. Parce que c'est mal vu ou parce que c'est pas considéré comme étant quelque chose qui s'apprend. Bien souvent, la capacité à parler ou la capacité à avoir du charisme, la capacité à être intéressant ou à être drôle, c'est considéré comme étant quelque chose qui est inné. Alors qu'en fait c'est pas le cas, hein. C'est des choses que tu peux développer, tu peux apprendre. Certaines personnes vont avoir un talent plus ou moins comme chaque chose. Je veux dire, c'est comme le sport ou n'importe quoi, tu peux avoir un talent, mais si tu le pratiques et si tu le développes, tu peux forcément devenir meilleur. Et à partir du moment où tu considères que faire cet effort-là, c'est utile parce que ça t'apporte des bénéfices dans tes projets, c'est là où tu te dis que ça peut valoir le coup de faire cet effort-là. Je sais que tu t'intéresses beaucoup en ce moment à la campagne américaine, notamment l'émergence de Donald Trump. Est-ce que justement Donald Trump utilise ces techniques de persuasion pour en arriver là où il en est aujourd'hui? Donald Trump, dans les années 80, il avait écrit un bouquin qui s'appelle The Art of the Deal, qui t'explique comment il a monté son empire immobilier, essentiellement. Donc c'est un bouquin qui t'explique comment il était un businessman de ouf et les techniques qu'il utilise au quotidien. Donc en gros, tu as un bouquin de Donald Trump qui explique exactement les techniques de négociation et de persuasion qu'il utilise depuis 30-40 ans pour construire son business dans l'immobilier.
Et en fait, si tu lis ce bouquin et tu regardes ce qu'il fait aujourd'hui, c'est la même chose, mais dans un domaine différent. Donc tu peux clairement voir que ce que Donald Trump fait aujourd'hui est clairement prémédité. Et les éléments où, par exemple, les médias, en particulier les médias plutôt orientés de gauche, vont suggérer que Donald Trump c'est un peu un idiot qui ne sait pas de quoi il parle, qui raconte n'importe quoi, etc. C'est pas le cas. Effectivement, souvent il raconte n'importe quoi dans le sens où d'un point de vue de l'information et d'un point de vue rationnel, ce qu'il te raconte n'a pas de sens. Ouais. Je pense par exemple, tu vois, à cette idée de déporter 11 millions d'immigrants illégaux. Enfin, c'est matériellement impossible de le faire. Enfin, il n'y a pas de moyen. Mais le fait qu'il te dise cet élément qui est irrationnel ne veut pas dire qu'il est débile ou qu'il n'en a pas conscience. Ça peut aussi être une stratégie délibérée. En fait, lui, c'est une stratégie, dans cet exemple précis, où il va te faire une première offre de négociation qui va être absurdement excessive, de façon ensuite à pouvoir revenir sur quelque chose de moins extrême et que toi tu aies l'impression que lui a fait une concession. Tu vois, donc c'est une technique de négociation qui est souvent utilisée. Je pense que Donald Trump à la base est un mec très intelligent, peut-être qui a des idées modérées, mais qui a décidé par stratégie d'être extrême parce que c'est ce qui fonctionne à ce moment-là. Quand tu t'intéresses vraiment aux idées de Donald Trump, tu te rends compte qu'il y a beaucoup d'incohérences, beaucoup de choses, il dit un peu n'importe quoi, tu vois. Et comment t'expliques justement que ça fonctionne si bien? Quelle est la stratégie finalement d'influence qu'il utilise le plus? La stratégie principale d'influence de Donald Trump, c'est de déplacer la conversation des faits, des chiffres et de la raison et de la déplacer vers des émotions. Ouais. Donc quand Donald Trump te raconte quelque chose comme on va construire un grand mur, et certaines personnes, tu vois, donc tu vas aller sur MSNBC et ils vont analyser ça comme si c'était un programme concret de ce qu'il allait faire. Et en fait, ça n'a aucun sens. Comment est-ce qu'il va convaincre le Mexique de payer, etc. Beaucoup de choses n'ont pas de sens. Mais en fait, c'est parce qu'ils essaient d'analyser ça d'un point de vue concret, d'un point de vue action, résultat, etc. Alors qu'en fait, ce que Donald Trump communique à son audience, c'est pas forcément est-ce qu'on va construire un mur ou est-ce qu'on va déporter les mecs, etc. Ce qu'il communique, c'est on a un territoire et on n'a plus le contrôle de ce territoire parce que la frontière est poreuse et les mecs rentrent et sortent, etc. Et il communique. Les gens ressentent, en fait. Il joue sur le fait que les gens, et il faut comprendre le marché cible. Donald Trump aujourd'hui s'adresse à une population qui sont des blancs du bas de la société américaine qui se trouvent en général dans le milieu des États-Unis et qui se sentent laissés de côté par à la fois les autres politiques, par à la fois les grands médias et le mouvement de la justice sociale, donc c'est-à-dire le mouvement qui cherche à promouvoir les minorités et qui se sentent laissés par toute l'histoire des startups, de la technologie, Facebook, Uber, etc. Parce qu'eux, ils sont totalement épargnés, enfin ils sont totalement laissés à côté par ça. Et en plus, niveau économique, tu as l'intelligence artificielle qui arrive, les boulots qui ont été perdus pendant la récession ne reviennent pas, etc. Donc il faut que tu penses à ces personnes-là qui ont l'impression d'être laissées de côté, qui ont l'impression qu'on ne leur parle plus, qu'on ne les écoute plus et qu'on les ignore, et voilà, ils ont l'impression de ne plus être importants et de ne plus avoir de pouvoir. Alors qu'il fut un temps, cette classe-là avait un grand pouvoir dans la politique américaine. Et donc quand Donald Trump te dit « Make America Great Again », en gros il te dit « On veut retrouver le contrôle qu'on a eu un jour ». Donc c'est pas un argument rationnel, c'est pas un argument sur la politique, c'est un argument, c'est quelle sensation tu as envie de retrouver. Et probablement, si on voulait faire une analyse, il est probable que, si tu veux, la voie vers l'avant qui est bénéfique pour cette population, c'est pas clair que ça soit un retour en arrière, essayer de fermer les choses, etc. Il est peu probable que ça les protège, mais c'est la sensation que eux ont envie de retrouver et c'est la sensation que Donald Trump leur fournit. Et donc ce qui te montre, c'est le succès, tu vois, de ces émotions-là sur les propositions politiques concrètes. Et si on veut comparer ça peut-être à quelque chose de plus proche, c'est un peu la même chose avec tous les partis extrêmes, l'extrême droite, l'extrême gauche, qui jouent un peu sur la peur et sur le malaise, sur le mal-être en fait des gens, en leur proposant des solutions qui paraissent simples, mais qui en fait sont pas crédibles et sont pas viables dans le monde dans lequel on vit. C'est un peu ça. Et si tu veux partir très loin, quelque chose comme ISIS par exemple, enfin l'État islamique. L'État islamique, pardon. Le succès en termes de recrutement qu'ils peuvent avoir, même sur des jeunes qui vivent en Europe, est basé sur les mêmes idées. Tu vois. Des gens qui sont exclus, qui se sentent mal. Et tu proposes certaines émotions que les gens ont envie lesquelles les gens ont envie de souscrire et qu'ils ont envie de ressentir. Tu vois. Et c'est comme ça que tu construis un mouvement. Et tous les mouvements qui existaient dans l'histoire, en fait, tu peux les expliquer par ces dynamiques-là, tu vois, qui sont des dynamiques entièrement émotionnelles sur la façon dont les gens se ressentent. Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu vas avoir une révolution alors que les gens ont été opprimés pendant des siècles? C'est ça, en fait, qui l'explique. Même quand les situations concrètes n'ont pas changé, il suffit que les idées ou les émotions qui existent dans la population changent pour avoir ce résultat. Donc les émotions sont plus importantes que la réflexion quand tu essaies de faire passer un message. C'est-à-dire que tu peux faire un discours extrêmement logique, extrêmement bien construit,
Si tu n'arrives pas à accrocher l'émotion de la personne en face, ça sert à rien, ça va pas marcher. Effectivement. Ce qui ne veut pas dire que si tu veux, les arguments n'ont aucune place. Les arguments ont leur place et ils existent et on a fait beaucoup d'arguments si tu veux tout au long de cette conversation. Mais je pense qu'une bonne façon d'y réfléchir, c'est de se dire toute personne a deux raisons de faire quelque chose. Ils ont la raison émotionnelle qui les a motivés et ils ont la raison logique, rationnelle qui leur permet de justifier. Ce qu'on appelle en psychologie la rationalisation, c'est le fait de prendre quelque chose qui vient de l'intérieur, qui vient d'un truc émotionnel et de trouver des raisons pour le justifier. Donc en fait, l'aspect rationnel vient toujours après pour justifier ce que tu as fait. Par exemple, si tu fais un achat coup de cœur, je sais pas si je m'achète l'iPhone 7 qui va probablement être présenté ce soir, ça sera un achat émotionnel, ça veut dire je l'ai vu, je l'ai senti, je le veux, et ensuite je vais chercher des arguments rationnels en me disant oui, il n'y a pas de port jack, il va dans l'eau et tout, ça va être pratique, et je vais être plus productif. Donc en fait, les arguments rationnels vont être là pour valider ma décision émotionnelle. Exactement. Et de toute façon, Apple, c'est un très bon exemple parce qu'ils le savent exactement. Apple ne met pas en avant ce qu'on fait parfois d'autres constructeurs Android, où ils te mettent en avant leur spec, la vitesse du processeur, etc. Et ça, en fait, tout le monde s'en fout, si ce n'est pour justifier ton achat. Exactement. Mais l'impulsion d'origine d'achat, c'est sur une émotion. Et maintenant, de plus en plus de gens, enfin, si tu regardes les dernières pubs de Samsung ou des Chinois sur les constructeurs, c'est Honor 8 qu'on a vu récemment sortir en France. Ils jouent sur les mêmes idées et ils jouent sur le feeling que tu peux avoir avec ton téléphone et le téléphone en tant qu'objet avec lequel tu peux avoir une relation. Et c'est finalement là que les consommateurs, de façon très concrète, vont prendre leur décision d'achat. La persuasion ne fonctionne pas sur les gens qui sont idiots. La persuasion, elle fonctionne sur les êtres humains. Okay. La façon dont ton cerveau fonctionne et la façon dont ton cerveau traite l'information, et en fait tu t'aperçois que tu n'as pas une vision objective du monde, tu as une vision qui est filtrée par différents éléments au sein de ton cerveau. Ouais. Et en fait la persuasion, si tu veux, c'est les techniques qui permettent de fonctionner vis-à-vis de ces filtres pour une audience d'humains. Donc évidemment, ton discours va être adapté en fonction de ton audience, mais ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, tu vas parler à quelqu'un de haut niveau ou un investisseur, tu devras quand même utiliser tes techniques de persuasion pour lui communiquer l'intérêt personnel, pour lui communiquer les émotions, le risque, la peur, le danger, l'ambition, etc. Et c'est de ça dont parle le livre que je peux aussi te conseiller, Pitch Anything, ouais, dont j'ai oublié le nom de l'auteur, mais il a aussi fait une longue interview qu'on peut trouver sur internet, sur YouTube, c'est assez intéressant, où il explique en fait, lui, son boulot, c'est de pitcher des startups à des millionnaires ou des milliardaires, à des fonds d'investissement, finalement à des gens qui ont fait beaucoup d'études, qui ont beaucoup d'expérience, qui sont sûrement très intelligents. Et il explique qu'en fait, ça sert à rien de partir avec un discours rationnel. Ça va tout de suite, voilà, il y a tout de suite une barrière qui va se mettre et il faut exactement de la même façon que Donald Trump ou qu'une page de vente ou que n'importe quoi, faire un discours émotionnel qui va toucher leurs émotions à eux. Alors évidemment, tu vas l'adapter, c'est-à-dire que tu vas pas leur parler de la même façon à un mec qui bosse dans le CAC 40 qu'à un petit employé, tu vois, qui touche le SMIC, mais c'est exactement les mêmes stratégies finalement. Tu vas essayer de toucher ses émotions. Un bon exemple de ça, c'est j'aime bien étudier les entreprises qui vont vendre du logiciel dans un domaine B2B parce que tu es souvent sur des gens qui vont être des acheteurs expérimentés, qui vont être des grosses entreprises avec des ingénieurs, avec des gens qui sont très carrés, très rationnels. Et si tu vois la différence entre les entreprises qui réussissent ou qui ne réussissent pas, bien souvent c'est sur leur capacité à positionner leur message de façon qui soit suffisamment émotionnelle et persuasive pour leur audience. Et même dans des gens qui peuvent être très rationnels, très professionnels, ils vont prendre leurs décisions là-dessus. Les émotions dans ce cas-là vont être différentes. Par exemple, pour te donner un exemple très simple, c'est que la personne qui va prendre la décision d'achat de ce logiciel, ça va être un être humain. Et cet être humain, son boulot est sur la ligne, c'est-à-dire qu'il n'a pas envie de prendre un risque, il n'a pas envie de prendre une mauvaise décision. Donc si tu peux le persuader que le risque est diminué, tu peux jouer sur la peur de l'échec, ça peut être utile. Et dans les années 70-80, IBM avait un slogan que j'aimais bien, c'était personne. Donc en gros, IBM, ils vendaient à l'époque des mainframes, des gros ordinateurs à vendre à des grosses entreprises. Et leur slogan, c'était personne ne se fait virer en achetant un IBM. Et donc ils disaient peut-être que le concurrent il est mieux, peut-être qu'ils ont un meilleur produit concrètement, peut-être que leur produit est moins cher, peut-être que leur produit est plus performant. Mais toi qui prends la décision d'achat aujourd'hui, qui est un être humain, eh bien as-tu envie de prendre le risque d'acheter chez un petit marchand, ou alors est-ce que tu veux aller chez IBM, la grosse boîte qui peut-être coûte moins cher, qui peut-être est plus statique, mais au moins tu n'as pas de risque et tu prends pas ce risque-là, tu vois. Et là c'est un appel direct à l'émotion et c'est ça finalement qui fonctionne parce que aujourd'hui en tout cas, c'est pas encore des algorithmes qui prennent les décisions, c'est encore des humains et les humains ont une certaine façon de penser, de voir le monde qui peut jamais être contournée. Pour tous les gens qui ont suivi l'interview jusqu'au bout et qui se posent des questions justement sur comment se former
à la persuasion, évidemment on n'a pas pu parler de toutes les stratégies dans cette vidéo. Est-ce que tu peux donner des exemples, enfin des idées de livres à lire ou de formations à suivre pour justement devenir meilleur dans ce domaine? Ben, le premier, le classique que j'ai mentionné tout à l'heure, c'est Influence et manipulation de Robert Cialdini, qui a été le premier à identifier les 6 grands piliers de la persuasion qui en fait se retrouvent partout. Ouais. C'est intéressant que ce bouquin a été écrit il y a plus de 30 ans et en fait aujourd'hui sur le web on y fait tout le temps référence parce que les principes sont les mêmes, hein, c'est encore des êtres humains. Donc Influence et manipulation, c'est le premier bouquin que je conseillerais. Pour avoir une bonne intro à ce bouquin-là, moi j'ai fait une série de podcasts sur mon site qui résume les 6 grands principes et surtout qui regarde comment ces principes s'appliquent au web. Donc moi je vous conseille de lire le bouquin et d'écouter la série de podcasts parce qu'ils sont complémentaires. Et là l'adresse c'est marketingmania.fr/influence qui sont les 2 bonnes introductions à ce concept-là. Après je fais pas mal de vidéos là-dessus, tu vois, sur ma chaîne YouTube qui peuvent être intéressantes pour voir comment ça s'applique sur le web. Donc ma chaîne YouTube c'est Marketing Mania, vous pouvez facilement la trouver. Qui donne beaucoup d'exemples. Je pense que c'est l'idée parce que les concepts de base de Cialdini, c'est un bouquin, c'est assez simple, il y a 6 grands concepts, mais après ils ont une quantité très grande de façon dont tu peux les décliner, les appliquer. Et après, c'est comment est-ce que tu peux identifier dans ta vie de tous les jours comment les concepts s'appliquent et comment est-ce que sur différents sites, sur différents business, les concepts s'appliquent de façon à ce que toi, le jour où tu en as besoin, tu saches non seulement la théorie, mais aussi comment passer à la pratique. Ouais. J'aimerais tester ta force de persuasion en te laissant 30 secondes pour faire un appel à l'action clair vers ta chaîne YouTube. Est-ce que tu as vu ma dernière vidéo sur le loup de Wall Street? Oui. Qu'est-ce que tu en as pensé? Très bien. Donc voilà, preuve sociale, rendez-vous sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Marketing Mania. Trouvez ma vidéo sur le loup de Wall Street si vous avez aimé le film. C'est un des commentaires sur le film qui vous explique les techniques de persuasion qui sont utilisées à différents moments. Antoine l'a regardé, il a bien aimé, vous connaissez Antoine, il a un bon goût. Donc vous pouvez aller voir ma chaîne si la vidéo vous apprécie. Si vous appréciez la vidéo, abonnez-vous. Donc là, tu vois, tu as ta preuve sociale, tu as ton principe de cohérence. Donc je ne demande pas aux gens directement de s'abonner. Okay. Je leur demande de faire une petite action qui ne demande pas grand-chose, juste aller cliquer sur la chaîne, aller voir. Et ensuite, si vous avez aimé la vidéo, de toute façon, vous pouvez aller à l'étape suivante. Tu vois, donc tu ne demandes pas une trop grosse action dès le départ. Tu commences par une petite action et au fil du temps, tu les amènes vers quelque chose d'autre. Je confirme, cette vidéo elle est vraiment top. Allez voir sa chaîne YouTube, va voir sa chaîne YouTube, va voir son podcast. C'est très intéressant si tu as envie de te plonger justement un peu plus dans les différentes techniques de persuasion et donc de devenir meilleur là-dedans. Merci Antoine. Et surtout, restez libre. Reste libre. Parce que maintenant on tutoie. Et on tutoie. C'est une technique de persuasion aussi. Appréciation. C'est bon? Ouais, aujourd'hui je voudrais te donner 3 leçons contre-intuitives de persuasion que j'ai lues dans ce bouquin. Et c'est des trucs que, alors il y en avait, j'avais déjà entendu parler avant, mais j'avais jamais vraiment tilté. Et le fait de les relire, ça m'a vraiment fait réfléchir. Et je me suis rendu compte à quel point j'étais mauvais et à quel point je pouvais être meilleur. Et je pense que t'en as pas forcément conscience parce que ces leçons de persuasion sont vraiment contre-intuitives. Pour la première leçon, je vais donner l'exemple de Benjamin Franklin.